Bonjour, alors aujourd'hui nous recevons Nicolas Bourriaud. Bonjour. Nicolas Bourriaud est le responsable du MOCO, du grand projet autour de l'art contemporain à Montpellier, avec la Panacée. Alors avant de parler de tout ce qu'il fait à Montpellier et de ce qu'il va faire, je vais vous présenter le numéro 759 de La Glorieuse, avec à la une interview de Carole Delga, qui nous déclare Montpellier ne se résume pas à Sorel, voilà, les hostilités sont lancées. Ensuite, donc un dossier sur le végétarisme, le véganisme, les mangeurs de viande se rebiffent. Bif avec 2 EF, bien sûr. Ensuite, un dossier donc sur les conditions de transfert et la taxe de séjour qui divise un petit peu la métropole. Un truc drôle, bon, parce que la mouette quand même doit de temps en temps faire un peu d'humour. Donc nous avons appelé le Robert. Et nous avons corrigé le Robert, vous saurez tout en lisant le prochain numéro de La Glorieuse. Nous avons proposé une correction sur l'orthographe, sur la définition d'un mot dans le petit Robert. 2 autres articles, un sur les archives municipales dont le coût dérape, et ensuite la sécurité, le préfet, un préfet bientôt à la ville. Voilà, donc ça c'est pour La Glorieuse. Nicolas Bourriaud, rebonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre âge, votre profession et me présenter un petit peu ce que vous avez fait avant de vous installer à Montpellier pour vous occuper d'art contemporain? J'ai 52 ans, je ne sais pas si j'ai vraiment une profession, mais en tout cas je préfère parler de ce que j'ai fait. J'ai fondé le Palais de Tokyo en fait en 2002, ensuite j'ai travaillé à Londres à la Tate. Puis ensuite, pour aller vite, j'ai dirigé l'école des Beaux-Arts de Paris. Voilà, donc un beau CV quand même. Des choses faites. Voilà. Vous avez écrit plusieurs livres de référence sur l'art contemporain. Le premier, c'était il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ce qui a changé, c'est bien entendu le fait qu'il y a beaucoup plus de monde dans les vernissages. C'est très clair, l'art contemporain, c'était pas vraiment populaire, en fait, encore au début des années 90. Aujourd'hui, on a ça, et on a aussi, effectivement, une sorte d'image en fait, de l'art contemporain axée sur l'argent et sur le marché, qui n'a jamais été la mienne, et qui ne le sera jamais. Mais ça a changé, en fait, parce que, effectivement, c'était plutôt l'avant-garde, c'est ça qu'on avait en tête quand on parlait d'art contemporain. Or, c'est ça qui est vraiment intéressant. D'accord. Bon. Donc vous, qu'est-ce que vous promotez à Montpellier? Qu'est-ce que vous promouvez? C'est un art contemporain populaire? C'est l'art, vous savez, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Hein, c'est ce que disait Robert Filiou. L'art, c'est de la recherche, c'est un outil qui permet aussi aux gens, aux visiteurs, de déclencher aussi leur propre créativité. C'est une arme contre la passivité, c'est un outil critique, c'est plein de choses. C'est pas une seule chose. C'est pour ça qu'on fait toujours d'ailleurs plusieurs expositions en même temps à la Panacée. L'art contemporain, c'est pas un peu ésotérique? C'est pas plus ésotérique qu'autre chose. Picasso disait déjà l'art c'est du chinois, en fait, mais le chinois ça s'apprend. C'est vrai qu'il faut s'intéresser aux choses. De la même manière que voilà, quand on arrive, en fait, par exemple à Montpellier, comme ça a été mon cas, je ne pouvais pas forcément comprendre tout ce qu'il y avait dans votre journal. Maintenant ça va, vous voyez. Oui, c'est vrai. Oui, je comprends. Et donc, en 2019, donc, le MOCO va ouvrir. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? Le MOCO, ça va être le musée en fait, du MOCO, en fait, qui sera donc à l'hôtel Montcalm, devant la gare. Ça va être la première institution au monde qui va être entièrement consacrée aux collections des autres. En fait, c'est une collection publique, ça peut être des personnes privées, ça peut être un docteur, ça peut être un musée, ça peut être une fondation, peu importe. On fera des expositions à partir de la collection des autres. D'accord. Et quand on a un CV comme vous, la Tate, le Palais de Tokyo, venir à Montpellier, c'est quoi le challenge? Le challenge, c'est, en fait, pour être tout à fait franc, c'est le plus gros projet, le plus ambitieux qui existe en France actuellement. Donc, je n'ai pas hésité plus de 10 secondes à rejoindre Philippe Sorel quand il m'a posé la question. Et ça me paraît, c'est extraordinairement ambitieux, c'est extraordinairement riche. On a en plus une vraie... j'avais une feuille de route, moi, assez simple, c'était créer un parcours et innover en termes d'institution. Bon, j'ai essayé de faire un projet qui correspond à ces 2 demandes, en fait, qui étaient celles du président Sorel. Revenons à la Panacée, ça sert à quoi aujourd'hui la Panacée? À part le lieu de rencontre des jeunes, le restaurant, voilà, c'est sympathique. Bon, il y a de l'art contemporain, mais
Quel est le projet là-dessous? Il y a à peu près entre 35 et 40 000 visiteurs en fait en moyenne. Donc ça veut dire quand même que les gens visitent quand même beaucoup. C'est les meilleurs chiffres en fait depuis l'ouverture de la Panacée. Et je pense que le fait de devenir un lieu généraliste, en fait, pas uniquement une tendance ou une discipline, comme c'était le cas auparavant avec les arts numériques, mais vraiment de s'ouvrir à tous les aspects de la création contemporaine, ça permet aussi de montrer un autre type d'artistes, de démarches. Et je pense que le public suit. Ouais. Que pensez-vous du niveau de l'école des Beaux-Arts de Montpellier? Il y a une équipe déjà formidable aux Beaux-Arts de Montpellier, ça c'est une chance vraiment formidable. C'est une petite école, mais qui peut devenir justement par son lien avec la Panacée, vraiment une école assez unique en son genre. Déjà, les étudiants travaillent sur les expositions de la Panacée. Tous les artistes qui viennent à la Panacée viennent intervenir à l'école des Beaux-Arts. Vous voyez, il y a une vraie alchimie qui est en train de se créer et qui crée une situation dynamique qui bénéficie vraiment aux étudiants. Il y a des artistes aussi qui viennent Vous accueillez des artistes à la Panacée? Tout le temps. On fait des artistes à demeure. C'est pas des résidences, non. Il n'y a pas de résidence? Non, il n'y a pas de résidence à proprement parler, mais il y a un va-et-vient permanent pour préparer des expositions, pour faire une conférence, etc. etc. Et ça bénéficie à l'école directement. Qu'est-ce que de cette expérience montpelliéraine depuis 1 an et demi où vous êtes là, qu'est-ce que elle vous a enrichi de quelle façon? Elle m'a permis déjà de voir la géographie d'une autre manière. Parce que vous savez, il y a un truc tout con, c'est que quand on habite à Paris, on a l'impression non pas d'être dans le nord, mais d'être dans le centre, en fait. C'est de la géographie mentale. Alors moi, je sais maintenant, quand je vais à Paris, de temps en temps, que je vais dans le nord. Et je trouve aussi que l'expression province, par exemple, est vraiment l'expression d'une sorte de colonialisme inconscient que j'essaie vraiment de combattre de toutes les manières qui soient, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a un problème en France. Qui est d'un côté Paris et de l'autre côté la province, comme si tout le reste du territoire était indifférencié et à mettre dans le même sac. Je trouve ça absolument hallucinant et je ne comprends pas qu'on continue en fait à perpétuer ce vocabulaire-là. Vous ne l'aviez pas ressenti, vous êtes parisien, vous ne l'aviez pas ressenti avant? En fait non, vous voyez comme quoi... voilà. Donc ok. Et Montpellier, alors est-ce que Montpellier a une place entre tous ces musées d'art moderne qu'il y a autour de Montpellier, la Fondation Lambert qui a une dimension européenne, le musée Soulages, le musée de Sérignan d'art moderne, Céré, le Crac à 7, ça fait beaucoup autour de Montpellier. Ça va être dur de trouver une place. Je crois qu'on a déjà trouvé une place et que je ne pense pas que les expositions de la Panacée soient comparables en fait à celles d'aucun des lieux que vous mentionnez en fait, qui sont tous de nature extrêmement différente. Bon, la Fondation Lambert c'est une fondation privée. Le musée de Sérignan en fait a sa propre programmation. C'est un musée par ailleurs, dans ce que n'est pas la Panacée. Le CRAC, on ne sait pas encore ce que ça va devenir puisque Noël Tissier, sa fondatrice en fait, part bientôt à la retraite. Non, de toute manière, en fait, c'est exactement comme dans la presse. Hein. Moi, je suis pour qu'il y ait le maximum de titres qui existent dans les kiosques. De la même manière, on fait tous un travail différent avec une programmation, une sensibilité différente. Est-ce qu'il y a un courant d'art contemporain à Montpellier? Il y a les courants, vous savez, déjà, c'est difficile de les percevoir au niveau planétaire. Donc, à Montpellier, on reçoit, il y a tous les courants qui existent, diffractés, hein, qui viennent de partout. On vit tous dans le même monde. On est tous connectés plus ou moins aux mêmes choses. On reçoit les choses, chacun selon sa position géographique, mais quand même, on est tous affectés par les mêmes choses. Donc forcément, ça crée une sensibilité qui est plutôt une sensibilité planétaire, avec des différences locales. Et je crois que c'est ça qu'il faut... Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui d'art contemporain, comme il y a une époque, il y a eu des mouvements A7, il y a eu le mouvement support surface, est-ce qu'il y a aujourd'hui un mouvement sur l'art contemporain de création à Montpellier? Le mouvement support surface, il répondait aussi au mouvement de l'art conceptuel qui était aux États-Unis, il répondait à l'art minimal américain. Tous les mouvements, il n'y a aucun mouvement qui soit spontané, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours un dialogue international. Donc ensuite, il se trouve que par hasard, parfois, il y a des individualités locales qui sont très fortes et qui font que ça prend. Mais c'est aléatoire. Vous voyez, on peut pas le créer, on peut pas... Bon, la première exposition que vous avez faite sur Mulholland Drive, qui est un film de référence dans l'univers de Lynch, pour moi était d'un ésotérisme torride.
C'est exactement ce que les gens disent du film de Lynch. Donc c'est parfait. On ne peut pas me faire plus plaisir. L'ésotérisme, ça voudrait dire qu'il y a une volonté de cacher quelque chose. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il se trouve que c'est une exposition que je voulais aussi mystérieuse que le film, en fait. C'est vraiment une exposition qui a pris le film comme point de départ et qui en reproduit certains motifs et qui utilise un petit peu des œuvres parfois pour créer une atmosphère et qui se lit d'une certaine manière presque comme une énigme. Ouais. D'accord. Donc, un artiste d'avant-garde s'en va dans le théâtre, là, Rodrigo Garcia. Que pensez-vous de son départ? Après, moi, je n'ai pas suivi l'histoire de A à Z, mais Rodrigo, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé, qui était dans l'exposition Mulholland Drive, justement. Mais c'est quelqu'un qui a une carrière internationale, en fait. Il a multiples projets. Voilà, il n'est pas encore parti, en plus. Voilà. Deux aspects un peu polémiques. La première chose, il y a eu des pétitions là, autour de la panacée, autour du bruit. C'est réglé? Vous êtes au courant, non? Ça, c'était avant mon arrivée, ça. Ah, c'était avant votre arrivée. Ouais, d'accord. Et l'affaire de la consultation là, pour l'identité visuelle du MoCo? Il y a eu une sorte d'interprétation qui a été faite. En fait, on a été un peu maladroit, sans doute, puisqu'on proposait, en fait, plutôt aux jeunes agences de graphisme d'éventuellement, mais c'est le éventuellement qui n'était pas suffisamment clair, en fait, sans doute, dans l'énoncé, de proposer, dans le cas où elles n'auraient jamais fait un travail équivalent, des pistes en fait, qui nous permettraient de mieux juger en fait, de leur possible travail. Mais voilà, donc on a repris, en fait, voyant qu'effectivement ça pouvait être pris pour du travail déguisé ou quelque chose comme ça, ce qui est absurde parce qu'à la fin, l'idée, ce dont on a besoin, c'est d'un logo, d'une identité graphique, pas de deux. Hein. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Donc sur ce qu'on pourra voir au MoCo, là, vous n'avez pas d'informations plus précises? J'ai pas encore de scoop à faire, mais bientôt. Ça ouvre en juin 2019, donc on a le temps de s'y préparer. Donc ce sera des expositions itinérantes? Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y aura pas un fond? Il y aura 3 grandes expositions par an, plus aussi des interventions d'artistes dans l'espace, en fait. Je veux que ce soit un lieu de vie, en fait. Et je crois que ça faisait partie de la commande de la métropole, que ce lieu soit un lieu de rendez-vous aussi pour les habitants de Montpellier et d'alentour, et qu'on ait envie d'y passer du temps, en fait. Et donc on est en train de réfléchir à la manière la plus innovante, justement, la plus originale, de faire venir les gens et qu'ils s'y sentent bien. Et en quoi votre proposition est originale? Après, si je serais obligé de rentrer dans le détail, si jamais pour vous répondre d'une certaine manière, ce que je ne peux pas encore tout à fait faire, il y a encore des validations. D'accord. Bon, on va terminer par la question chapeau. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Alors j'espère que je vais bien tomber. Alors, après Castelbajac pour Drawing Room, quelle prochaine star à la panacée? Ça, c'était un très bon souvenir, parce que effectivement, Castelbajac s'est vraiment impliqué dans l'exposition. Et ce qu'on voulait, ce qui montre justement un petit peu son intimité à travers sa collection de dessins. Donc il y aura un autre collectionneur qui sera invité à Drawing Room l'année prochaine. Ensuite, comme ça, moi j'invite pas tellement des stars en fait, c'est plutôt moi ce que j'aime dans la programmation, c'est plutôt de faire découvrir des choses. Taper sur des grands noms, on pourrait le faire, mais je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant ni de plus fort finalement. Donc pas de nom pour l'instant, pas de nom pour l'instant. J'essaie de savoir qui en fait, pourrait être considéré comme une star dans les gens qui vont exposer l'année prochaine, mais il faudrait 5 minutes pour trouver un nom. D'accord. Mais il y en a peut-être, je ne sais pas. Bon, très bien, je vous remercie. Je vous en prie.